Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous abordons la troisième partie du thème « La femme potomitan ». Vous nous avez entendu à plusieurs reprises parler de matrifocalité. Et aujourd'hui, il est temps qu'on aborde enfin ce terme. Alors Solène, dis-moi tout. Alors, on va commencer par une petite définition de ce qu'est la matrifocalité par the OG, je dirais, de la matrifocalité, qui est Stéphanie Mulot. Alors, on va mettre le nom de l'article et tout ça, et de l'autrice, je ne sais pas si ça se dit enfin, dans la bio. Et donc, la matrifocalité constitue une dynamique transversale. Elle repose sur l'absence et ou la disqualification sociale des hommes dans les fonctions paternelles, sur leur présence attendue dans les rôles sexuels hétéronormés, on va revenir sur ça je pense, et sur la sacralisation sociale de mères qui se disent dévouées pour des enfants qu'elles élèvent parfois sans partenaire stable, mais avec l'aide d'autres femmes de la parentèle. L'expression des femmes antillaises qui proclament « je suis la mère, je suis le père » semble résumer cette définition. Mais alors du coup, pourquoi la femme potomitan nous intéresse, pourquoi la matrifocalité nous intéresse dans ce thème ? Parce que je pense qu'au fil de nos lectures et nous-mêmes dans nos réflexions personnelles, on s'est rendu compte que la femme potomitan est une conséquence de la matrifocalité. La matrifocalité qui, en gros, on va en discuter, mais c'est un foyer ou une structure sociale, familiale, où le père est absent. On va développer ça, mais on s'est rendu compte que c'est ça. Comme une femme potomitan devient potomitan à cause du contexte et des conditions autour d'elle, la matrifocalité engendre la femme potomitan. En fait, c'est la raison pour laquelle on est dans ce concept de femme potomitan, la femme qui fait tout, parce que comme on l'a dit, la femme potomitan, c'est plutôt en termes de foyer, et le potomitan au milieu du foyer, et la matrifocalité est la raison pour laquelle on est des femmes potomitans. Et du coup, en fait, pendant très longtemps, on a souvent entendu qu'on était une société matriarcale. Dans le sens où, comme on l'a dit à plusieurs reprises, quand on est dans une société matriarcale, c'est la femme qui est au centre des décisions. Elle a l'autorité, maintient cette autorité, prend les décisions, que ce soit dans le foyer ou à l'extérieur du foyer. Or, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Pour parler de matrifocalité, il faut bien se rendre compte que c'est une structure qui a été créée et qui est créée vraiment au sens où, au début de notre société, encore une fois les amis, durant l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agissait avant tout de marquer la filiation qu'il pouvait y avoir entre la mère et ses enfants et le père et ses enfants. Pour revenir sur le code noir, donc aux articles 12 et 13, je vais les lire. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Donc, il faut bien prendre... C'est là que ça a commencé. Ouais, c'est ça, ça exactement. Été créé de toutes exactement. pièces, ouais. Le père est un géniteur. Il n'a pas de fonction... Le père noir. Oui. Dans ce contexte-là, on va le reprendre. Le père noir est un géniteur. Il n'a aucune fonction sentimentale, émotionnelle. Il n'est pas là pour être une figure paternelle. Il est là puisqu'il incarne finalement... un bien économique. Il est l'outil adéquat permettant en fait l'outil et le ventre de la femme noire et la machine. Exactement. On est sur cette configuration là. Les familles ne subsistent pas dans le sens d'un point de vue je suis clairement pas en train de dire que les esclaves n'avaient pas du tout d'amour pour les uns pour les autres. Tout ce que je dis, c'est que la structure familiale, comme un père, une mère, n'a jamais été une structure familiale que les esclaves ont connue, dans le sens où ils n'avaient pas, les pères n'avaient même pas droit à la reconnaissance d'être un père. Ils n'étaient que le géniteur. Dans cette configuration-là, qu'on parle quand même de siècles, à briser et en fait à conditionner un lien paternel comme tel. Il est
clair et net qu'il y a des conséquences sur les générations futures. Enfin, moi, je pourrais clairement pas m'attendre à ce que demain, je me dise non mais en fait les gars, il va falloir vous réveiller un peu parce que l'esclavage c'est fini. On parle quand même d'années, de siècles. On parle de 500 ans à répétition du même schéma de brisure et de cassage du lien exactement. Les pères n'étaient pas présents et sauvegarde le truc c'est que c'est je sais pas si c'est sauvegarde du lien mère mais du statut de la mère. Oui, c'est ça. Non, la mère c'est pas tant le lien. Ah ouais, c'est encore une parce que on va aussi parler je pense de tout ce qui est amour et tout ça dans les foyers antillais, mais je sais pas si c'est dans le lien mais juste le tu es ce que ta mère est. Ouais. Si ta mère est libre, tu es libre. Si ta mère est esclave, tu es esclave. Et ton père juste absent. Qui le connaît. Il est juste ce sang phallus. Exactement. Alors, petite aparté pour les personnes qui ne connaissent pas le mythe du sang phallus, alors, âme sensible s'abstenir. Le mythe du sang phallus, c'est tout simplement un homme noir qui, en fait, avait la fonction première et unique d'être un géniteur. Il était souvent drogué. Et, en fait, il était là pour faire grandir les rangs d'esclaves au sein d'une plantation. Il était souvent enfermé dans une cage. Enfin, c'est en tout cas l'une des figures qu'on peut avoir parce que je pense qu'il y avait différentes façons pour ces hommes d'exister. Mais il était souvent enfermé dans une cage, drogué et mourait très jeune. Dû à l'épuisement, dû aux drogues, etc. Et la tristesse dans cette histoire, c'est qu'il mourait souvent en position fétale. Comme un retour à tout ce qu'il donne. Alors c'était l'aparté le plus génial du monde, mais voilà, du coup on est vraiment sur cette position. Les hommes sont des géniteurs, les femmes sont des mères en charge du foyer. Donc c'est pour montrer à quel point ça a été créé, ce truc matriarcal, ça a été créé de toutes pièces par des forces extérieures en fait. Ouais. Et ça, en fait, ça nous emmène à questionner même cette affaire de potomitan. Est-ce qu'on veut vraiment l'être? Parce qu'on nous a toujours mis dans une position d'être pour l'être charge, en fait. Ouais. À partir du moment où tu dis que les enfants d'esclaves sont accrochés au statut de la mère, tu lui donnes de facto la responsabilité parce que c'est clairement pas le maître de la plantation qui va s'en occuper, tu vois ce que je veux dire? Alors en fait il y a un petit article qui dit que les maîtres doivent et devaient s'occuper comme de bons pères de famille de leurs esclaves. C'est dans l'article. Papier, il fallait mettre ça sur le papier pour justifier l'esclavage. Regardez, on prend bien soin de vous. C'est dans l'article 54. Les maîtres sont censés, les maîtres étaient censés s'occuper de bons pères de famille. Donc il y avait aussi cette stratégie de remplacement du père noir en fait. Ouais, non mais clairement. Clairement. On veut juste que tu donnes la semence pour les enfants parce qu'on veut pas le donner, j'imagine, mais on veut te remplacer de façon la place que tu n'as pas, on veut quand même de se dire que le père n'est pas père il y a le terme de père qui venait, mais la fonction n'était juste que d'être un géniteur, mais que le maître lui à quel moment celui-ci pourrait être même vu comme étant un père pour un esclave, il l'était pour le code noir, il devait se comporter en bon père de famille pour ses esclaves. Il y a quand même une notion vachement tordue, ironique. Ouais. Paradoxal, ironique, tout. Ouais. Mais voilà, du coup, on est vraiment sur ce questionnement-là parce qu'il faut quand même se rendre compte de la brutalité de ce que en fait, ces sociétés esclavagistes et coloniales a pu faire en fait au développement des familles noires dans les sociétés coloniales. Parce qu'on est complètement sur une création de la famille, comment la famille se crée, comment elle doit être, quel sera son modèle, quelle sera sa figure. Quels sont les rôles hétéronormés, comme on a dit. Exactement. Et dans ce cas-là, la femme, comme on l'a dit, la femme est seule. Et encore une fois, je pense qu'on aurait peut-être pas dû dire en charge pour dire le code noir, parce qu'elle n'était pas en charge, elle était juste... on lui donnait juste statut, comme tu l'as dit. Être en charge viendrait peut-être plus tard qu'on parlerait plus d'une responsabilité émotionnelle qui viendrait à la fin de l'esclavage. Ouais, mais encore, tu sais, moi je m'avance encore sur des suppositions, je fais des assumptions alors que j'ai clairement pas assez lu là-dessus. Ouais.
Mais je trouve... moi je pense que la vraie charge vient quand, je dirais, bon, après l'esclavage, moi je suis pas trop d'accord que l'esclavage s'est terminé en 1848, puisque bon, dans les faits, j'imagine. Mais après 1848, quand il y avait plus vraiment de système économique esclavagiste et que vraiment les femmes devraient étaient les seules sans maître et sans plantation. Dans un contexte beaucoup plus récent, la matrifocalité, en fait, et on va encore prendre référence sur Stéphanie Mulot et sur sa thèse qu'elle a pu écrire. Et, alors, on va vous, comme d'habitude, on va vous faire les références dans la bio de l'épisode. Mais du coup, elle dit, en s'appliquant plus précisément dans la Caraïbe, l'approche des familles matrifocales se fit duale. 2 types de matrifocalité furent distingués, structurelle d'une part et fonctionnelle d'autre part. Dans la première approche, la matrifocalité fut appréhendée comme une structure résidentielle regroupant 3 générations maternelles. L'homme est absent physiquement, moralement et économiquement de ces foyers dont la mère et a fortiori la grand-mère sont les potomitans, les piliers centraux. Cette matrifocalité structurelle se retrouve alors plus principalement dans les catégories populaires puisqu'elle est présentée comme étant avant tout le résultat de problèmes économiques dus à la précarité financière des pères. Cette vision de la famille continue aujourd'hui de marquer l'analyse de la matrifocalité, en appauvrissant le débat. En effet, les critères structurels, 3 générations maternelles sans père ni conjoint, évincent les familles monoparentales, mère seule avec enfant, celles où le père est présent mais subsidiaire, ainsi que celles où le mari est le beau-père des enfants, par exemple. De surcroît, ces critères semblent parfois être les seuls retenus pour reconnaître des familles matrifocales, oblitérant totalement une dynamique qui dépasse parfois des frontières structurelles. La structure nous semble en effet plus une conséquence éventuelle qu'une condition sine qua non de la matrifocalité. Dans la seconde approche, au contraire, la matrifocalité est analysée comme un mode de fonctionnement transversal qui peut se retrouver aussi dans des foyers à structure non matrifocale et donc éventuellement nucléaire. La mère peut alors occuper des fonctions paternelles malgré la présence physique du père réel, qui ne revendique pas forcément son autorité. Cette matrifocalité fonctionnelle peut alors dépasser le cadre du milieu populaire pour se retrouver dans toutes les catégories sociales. Le mode de fonctionnement des familles ne dépendrait plus uniquement de leur niveau socio-économique et de leur place dans la société, mais aussi d'une conception plus générale des rôles maternels et paternels. Nous formulons ainsi l'hypothèse que la dimension culturelle a façonné une image des identités féminines, maternelles, masculines et paternelles. C'est alors la question du statut de la femme et de celui de l'homme qui est posée, au-delà du statut socio-économique dont ils en sont partie dépendants. Même s'ils expriment de façon différente selon les catégories socio-raciales, ces statuts peuvent se retrouver dans les différents groupes sociaux de la population. Une certaine forme de matrifocalité pourrait aussi se retrouver dans les milieux blancs bourgeois. Ouais. Et là, je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que ça prouve... moi, je trouve ça intéressant qu'elle donne 2 dimensions à la matrifocalité. Il y a celle physique, je pense que beaucoup de femmes dans les Antilles connaissent, qui est juste... Quand tu vis avec ta mère, bon, si mettons t'as notre âge, on va dire, t'es dans la milieu vingtaine, quand tu vis avec ta mère et ta grand-mère dans la même maison, ça s'appelle un foyer matrifocal, en fait. C'est ça. Si t'es ma mère, mettons, quand tu vis avec ta fille et ta grand-mère, faut qu'il y ait 3 générations sous le même toit. Ça, c'est la matrifocalité structurelle, résidentielle qu'elle appelle. Qui est physique. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus conceptuel, où c'est la matrifocalité, même si le père est là, présent de façon physique, il n'est pas là nécessairement de façon psychologique, émotionnelle. Et ça aussi, on pourrait parler de matrifocalité, et c'est pour ça qu'on fait encore le lien avec Potomitan, que toutes ces femmes-là, que le père soit là ou pas, entre guillemets, ou que pas nécessairement le père, mais qu'un homme, en fait, qu'une figure le conjoint, paternelle, figure paternelle soit là ou pas, la femme s'occupe du foyer. Exact. Mais à cause de cette matrifocalité qui a été, comme on l'a dit, créée sur des centenaires et des centenaires. Et c'est ça, il y a le cas très simple qui est en fait le mien, c'est littéralement ça, je vis avec ma mère et ma grand-mère sous le même toit. Venez chez moi si vous voulez voir c'est quoi. Je suis l'exemple parfait.
Et il y a le cas qui est plus insidieux. Et puis moi, je trouve ça super intéressant quand elle parle des foyers blancs bourgeois, parce que c'est une observation que j'avais faite en ce qui concerne... Parce que moi, je suis partante. Bref, je suis d'accord avec le fait que les personnes blanches ont aussi des traumatismes par rapport à l'esclavage. On n'est pas les seuls. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a celui qui a mis en esclavage aussi, il a des traumatismes. Genre, tu peux pas totalement être bien dans ta tête, même maintenant, après avoir fait un commerce d'esclavage. Et ce que tu remarques, c'est que parfois le père est là, parfois, plus souvent que parfois, de façon économique et physique, ouais. Mais le père n'est pas nécessairement là de façon émotionnelle dans les familles. Il n'y a pas nécessairement de lien, ce qu'on voit dans les films, c'est pas nécessairement la réalité des vrais foyers blancs. C'est ce que j'ai remarqué, que de façon émotionnelle, le père n'est pas nécessairement là dans les foyers blancs. Mm-hmm. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut aussi parler de matrifocalité dans ce cas-là, du coup? Je pense très certainement qu'on peut parler de matrifocalité, tout simplement parce que on est dans une société très particulière qui a la source. Enfin, ici, il faut toujours le préciser, on parle de société coloniale esclavagiste. On n'est pas sur la forme monoparentale qu'il peut y avoir en Europe. On est vraiment loin de ce système-là. Du coup, pourquoi pas monoparentalité? Parce que la monoparentalité ne remet pas en question la figure paternelle. La mère peut être présente, le père c'est ça, également. La dimension qui est différente. Ouais, okay. Enfin, de mon point de vue, c'est exactement ça. Le père, même si les enfants vivent avec la mère, le père a toujours un pouvoir décisionnel, il a toujours son autorité, okay. Il a toujours... En fait, il a également la charge parentale. Il n'est pas tout seul, il ne représente pas la seule figure présente pour les enfants. Alors que matrifocalité, il y a cette... Ouais, et c'est ça, ouais, exactement. Exclusion, c'est peut-être un mot fort, mais... c'est pas... ouais, franchement, honnêtement, on peut pas parler d'exclusion dans ce sens-là, parce que on ne le fait pas, on ne le souhaite pas. Enfin, je pense pas qu'il y ait des femmes qui souhaitent exclure les hommes consciemment. Mais en fait, tu te souviens pas la conférence qui oui, nous a quittés, non mais c'est sûr, mais mais... dans la généralité, je pense que c'est surtout un système qui est venu à prendre place dans la vie des femmes. Ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, je veux dire, comment on peut imaginer des familles vivre en fait le père et la mère tous les deux ayant les mêmes pouvoirs au sein de la famille, prenant les mêmes charges, les mêmes responsabilités, si en fait ce sont des individus qui ont même grandi dans une famille où le père était absent, où la mère faisait tout. On est quand même sur la réplique qu'il peut y avoir sur... On est encore dans cette réplique, et puis... Ouais. On recrée encore ce qu'on a, ouais, ce qu'on ça. a connu. Et puis on est obligé de prendre exemple sur notre propre vie. Toi, quand tu parles toi, tu es dans cette cas de figure de la matrifocalité structurelle résidentielle. Moi, je le suis dans le côté fonctionnel, quoi. J'ai souvent eu l'impression que même si mon père a été physiquement là, qu'il a été à côté. Que finalement il y a forcément de l'idéalisation de ma part aussi de ce que je pouvais imaginer, enfin de ce que je pouvais concevoir de qu'est-ce qu'une famille. Donc ça, je le reconnais pleinement. Mais si je regarde le pouvoir décisionnel, si je regarde l'autorité présente au sein de mon foyer, enfin je vais d'abord demander à ma mère, et puis en fait l'opinion de mon père, elle n'aura pas forcément beaucoup d'importance. Le poids ne sera pas aussi important que celui de ma mère, parce qu'il n'aura pas été présent comme je l'aurais souhaité, et cela de façon économique, émotionnelle. Donc la matrifocalité, en fait, a plusieurs visages, et elle se manifeste de plusieurs façons, mais la conséquence étant toujours la même. Ouais, la charge revient à la mère. À la mère, et toujours, c'est pareil, elles sont potomitants toujours dans leur foyer. À l'extérieur, ce n'est pas le cas. Et la matrifocalité ne pose pas que des questions sur en fait la féminité, qu'est-ce qu'être une femme, comment l'être, comment en fait se développer en tant que telle, mais pose aussi la question de comment sont les hommes dans cette société. Quand tu n'as qu'un statut de géniteur, quand en fait ta virilité, ta masculinité se construit en fait sur ta capacité à te reproduire et à avoir de nombreuses conquêtes, forcément ça fait que, es-tu vraiment un homme si tu n'as pas 36 000 enfants à côté?
Ouais, mais ce qu'on disait aussi offline, ce que tu disais que l'homme noir, sa réputation se base. T'as vu ça comment? Sa réputation se base sur le fait d'être dans plusieurs foyers, mais d'un côté. Mais toujours absent. Toujours absent dans chaque foyer. Exactement. C'est violent, hein? Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ou il choisit envers qui il va exercer son autorité parentale. Et là, peut-être qu'il sera, dans ce cas-là, il sortira du contexte de la matrifocalité pure et dure, puisqu'il prendra partie prenante, en fait, de ce qui se passe dans le foyer. Mais si t'as 3 foyers... Ouais. Ah ouais, non, écoute, moi j'ai juste voulu donner un petit côté positif sur ce qui pouvait se faire. Non, mais c'est sûr que ça va clairement poser problème s'il a plusieurs foyers, mais c'est ça en fait. Et encore une fois, personnellement, sur les premiers documents que j'ai pu lire au sujet de la matrifocalité ont été écrits par Stéphanie Mulot, donc qui est une sociologue guadeloupéenne qui a fait un travail incroyable et qui a notamment écrit une étude sur redevenir un homme dans une société matriarcale. Matrifocale. Merci. Voilà. Et... Matri. Ouais, faut pas non plus se faire avoir. Si jamais vous entendez que les sociétés antillaises sont matriarcales, s'il vous plaît, rejetez tout de suite l'idée et puis dites que c'est absolument faux parce que on n'est pas dans une société matriarcale, on est dans une société matri. Ouais. Vous voyez, même le lapsus, il est venu le conditionnement. Le conditionnement, mais oui, du coup, c'est ça. On est exactement dans un cas de figure pareil et puis on se rend compte que, comme tu as dit, c'est devenu de plus en plus insidieux. Parce qu'en fait, on peut le voir, hein, on peut voir des femmes qui sous tout rapport, ont une vie familiale complètement correcte. L'homme peut paraître présent, mais à côté de ça, il n'a toujours pas il n'est toujours pas là, en fait, présent. Oui, et que ce soit financièrement, parce que ce soit financièrement, économiquement, émotionnellement, c'est quand même, enfin, financièrement, économiquement, mais que ce soit sur plusieurs tableaux, il n'est toujours pas présent. Et dire qu'il est subsidiaire, c'est dur. Ouais. C'est dur. Moi, j'imagine, là, on n'est clairement pas là pour pleurer sur le sort des hommes, on est là pour poser une réflexion, au cas où, si vous pensiez qu'on s'était un petit peu égaré. Mais quand il faut penser à la matrifocalité, on pense aux femmes et on pense du coup aux hommes. Et qui sont-ils pour nous ? Ouais. Que sont les pères pour nous ? Ouais. Qui sont-ils en fait ? Oui, puis ça devrait être un effort aussi de la communauté des hommes noirs, des hommes, des hommes antillais en général, j'imagine, de même se questionner cette histoire en fait, parce que c'est vrai, c'est archi violent que pendant 500 ans on t'a refusé un statut en fait. T'as même pas pu prendre une position. La société esclavagiste, et là je parle des maîtres plantations, machin, t'as refusé un statut. Et aussi, j'imagine que même du côté du foyer, on t'a repoussé. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est à cause du contexte, je parle des femmes antillaises, on a été formatées pour prendre soin du foyer et d'être capable de prendre soin de tout. Donc il y a aussi cette nécessité d'interroger cette matrifocalité, parce que c'est pas dit que c'est la meilleure solution, tu vois, c'est pas dit que c'est le meilleur schéma. Ah, mais je pense qu'on n'est clairement pas pour dire que la matrifocalité, c'est aliénant. On est dans une structure familiale où on arrive toujours, on n'est pas capable d'avoir un père, une mère. Et je dis pas que ça devrait être la normalité, mais si quelqu'un, si on est né et que on sait qui est l'homme qui est l'homme qui a eu cette relation avec notre mère et qui a fait qu'on est présent, et qu'on sait qu'il est dans notre vie, mais il a juste absolument aucun rôle, aucun poids, aucun rôle. C'est d'une part, c'est violent pour l'enfant, mais c'est violent pour l'homme. En fait, c'est violent pour tout le foyer. C'est violent, c'est sûr que c'est violent pour tout le monde. Et j'étais justement en train de me dire, qu'est-ce qui devait se passer si, vu que l'enfant, au temps de l'esclavage, si l'enfant revenait, suivait la filiation de la mère, que se passait-il si la mère n'existait plus à un moment donné et que l'enfant était toujours petit ? Le père ne pouvait même pas revendiquer
l'enfant. Non, il devenait propriété de du maître. Il restait propriété du maître, sans qu'en fait... du maître de ou alors, c'était d'autres femmes esclaves qui s'en chargeaient. C'est ça. On le refourguait à d'autres... À aucun moment, en fait, il était même pas dans le... Non. C'est même pas genre, si la mère meurt, si la grand-mère meurt, si machin... Non, ce sera la tante, ce sera la voisine, ce sera la machin. Et c'est d'une violence extrême, parce que, encore une fois, ça a duré 500 ans. Je pense que ça dure encore de nos jours. Et on fait le lien, parce que, comment dire, on fait le lien avec cette masculinité toxique, parce que du coup, t'as le cul entre deux chaises, parce que tu dois être viril, tu dois prouver à toute la terre entière. Parce que c'est comme ça qu'on a construit ta sexualité. Exactement, et ta masculinité. Qu'il faut que tu aies foyer, que tu aies femme, machin, mais d'un côté, tu ne peux pas prendre place au sein de ce foyer, tu peux pas avoir d'émotions, tu peux pas être, parce que tu dois toujours être dans la rage, dans la colère et machin. Comme les femmes. Les femmes ont pas d'émotions. En fait, c'est d'une violence parce qu'on est tous emprisonnés. Moi, je dirais aliénés, c'est clairement aliénés, emprisonnés, et c'est du paraître en fait. On essaye de construire des choses et des foyers avec juste une aliénation complète, quoi. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant qu'on arrive aussi à parler de l'homme noir, parce que ça prouve qu'il y a une violence sur l'entièreté du foyer. Puis comme je dis, sur l'enfant qui comprend pas trop, parce que comment ça, ton père n'a aucun... Ouais. Pourtant, il est là. Ouais. Et pourtant, tu le croises dans la rue de temps en temps. Tu connais son nom. Et des fois, tu le vois avec d'autres enfants aussi. Et puis, t'es comme, moi, j'y suis là. Je pense que je suis un peu plus âgée que le bébé que tu tiens dans les bras. Alors, comment ça se passe? Alors, je tiens à préciser que je ne parlais absolument pas de mon cas. qu'il s'agissait d'un exemple. Mais non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et je l'ai souvent vu. Parce que nous, on est quand même une société où on regarde la vie des autres. On s'assoit sur le banc de la place et puis on regarde les gens marcher. On voit cet homme qui a déjà ce foyer-là et pourtant on le voit avec un autre. Avec un autre foyer. Aussi, c'est un autre effet de la matrifocalité. Alors même si on parle de femme potomitan et de matrifocalité, il y a toujours le volet masculin qu'on peut pas juste foutre en bois, quoi. Qu'on peut pas... parce que tout est une dynamique. Ah, putain. Tout est une dynamique. Et puis voilà. Bon, la matrifocalité de la femme potomitan. Revenons à nos... quels sont les... on a déjà parlé, mais les effets de cette matrifocalité, genre là comme de notre génération, comment... si on parle dessus dans les... En effet concret. Voilà, si on est dans la partie, dans notre vingtaine, on a clairement... On sait clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a la possibilité de le verbaliser, de l'articuler, dans le sens où je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait partie de ma vie. Et c'est dur, hein, et on le fait, et on s'axe beaucoup plus sur nos sentiments. On est capable d'être beaucoup plus... ouvert par rapport à ça, tu veux en dire? phase. On est en phase avec nous-mêmes, avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec la situation, que ça nous ait porté préjudice, que ça a apporté des conséquences sur notre psyché, sur notre morale mentale, et qui fait qu'on se construit, en fait. Je vois, il faut vraiment pas croire qu'on pense que la matrifocalité est dans tous les foyers. Je connais des foyers où le père est présent, la mère est présente, tout va bien dans le meilleur des mondes, et ça me choque. Voilà, c'est même pour dire qu'à chaque fois que je vois un foyer où tout va bien, je suis comme, mais ça a existé ça même. Mais on est heureux pour ces gens-là, parce qu'on se dit, c'est cool, c'est cool qu'ils le soient. Et là, je le vois présentement que ça se passe. Les femmes en tout cas de notre génération et de ceux qui viennent, même s'il y a toujours des recrudences, même s'il y a toujours des femmes qui sont prêtes à dire femme potomitan, se revendiquer, il y a toujours cette prise en compte que ce n'est pas sain, ce n'est clairement pas soutenable pour une seule personne d'assumer seule la charge d'un foyer, que de demander de l'aide est tout à fait légitime et nécessaire. D'avoir des émotions, des vulnérables. Exactement. Okay. Et pour les hommes revendiquent aussi leur place. Je trouve.
Moi, j'avoue que je n'ai pas d'espoir pour la communauté masculine. Alors j'en ai plus, moi, tu vois, j'en ai beaucoup plus pour les hommes, et j'avais déjà sorti le cas de mon grand frère, donc encore une fois, Jonathan, si tu m'écoutes et que tu n'es pas content que j'ai cité ton prénom, c'est dommage. Mais je l'ai, tu vois, je sais que lui, il attend vraiment ce moment où il sera père, tu vois, il y a l'attente, non pas juste pour dire qu'il est devenu père, mais l'attente de voir sa famille, de créer sa famille, d'être présent aussi, de participer à l'éducation, d'être là émotionnellement. Il y a souvent ce moment où je lui dis ouais, mais moi je prendrai un de tes enfants et puis je leur donnerai une petite éducation beaucoup plus chill, beaucoup plus sympathique, et souvent il est comme non, pas du tout, enfin, du coup il y a vraiment, il sait où se baser, et puis il y a vraiment cette façon d'être responsable. Il attend le moment propice, quand il sera stable financièrement, quand tout ira bien du côté de la personne avec qui il est, que toutes les deux puissent assumer qu'il n'y en ait pas un, que ça soit pas je pense que dans notre génération on est plus enclin, parce que même on le voit avec les gens qui nous écoutent, merci à vous, et qui nous suivent, dans les retours qu'on a, on dirait qu'il y a cette envie d'articuler les choses, de dire les choses, de poser les traumatismes et de rectifier en fait, je sais pas si on est encore dans la phase rectifier, mais juste le dire de façon honnête en fait. C'est ça. Et ça, rien que ça fait du bien. C'est beaucoup. C'est énorme de parler, qu'on soit là à notre vingtaine, de parler de matrifocalité, de parler de l'absence de l'homme noir et de l'incapacité de la femme noire à être nécessaire. Quand je dis femme noire, je parle pas juste... Alors on devrait dire racisée. Ouais, femme racisée, genre c'est plus moi à être, de parler de ça en fait, femme potomitan, et cette incapacité qu'on a à être nécessairement dans l'émotion, dans la vulnérabilité à cause de notre passé, machin, rien que ça, c'est énorme, parce que ça permet d'en être consciente. Et ça permet de rectifier. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient passer dans le conscient. Moi, c'est ça pas qui me fait peur, c'est un grand terme, mais que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont inconscientes. Moi, je suis clairement je veux dire, tout est dans ma lignée, tout est fait pour que je recrée la matrifocalité, tu vois. Oui. Genre, parce que là, on parle de juste ma grand-mère. Mais théoriquement, les 5 dernières générations, il n'y a eu aucun homme. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts quand le père de ma grand-mère est mort. Donc, est mort quand elle avait 11 ans, quand mon oncle venait de naître. Avant ça, il est mort genre 5 générations là. Donc moi, je suis vraiment totalement partie pour foutre un homme dehors, mais de façon inconsciente en fait, parce que juste avec l'âge et avec les choses vont se passer. Donc comme les choses vont se passer comme ça, peut-être que dans quelques années, dans quelques décennies, je vais me rendre compte que je n'ai fait que recréer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire un effort de passer l'inconscient dans le conscient. Mais ça demande beaucoup, parce que ça demande tu dois analyser toutes tes réflexions, tu dois analyser toutes les relations que tu as eues avec les hommes, de façon relation amicale ou de relation amoureuse. Tu dois c'est ça, re-questionner toutes tes décisions, tout en fait, parce que il y a tellement de choses qui sont inconscientes, et c'est pour ça que moi, j'avoue que j'attends de voir pour ma communauté masculine entière. Je vous apprécie, mais moi, j'attends de vous voir à l'œuvre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont inconscientes, même dans leur comportement. Tu sais, on parle de 500 ans, tout ce dont on vient de parler, on parle de 500 ans de déchirure de l'homme et d'écrasement de l'homme noir. Ça a un effet sur toi, gars. Que tu le veuilles ou non, à l'heure qu'il est, que tu aies mon âge, que ce soit plus jeune, que ce soit plus vieux, dans ta trentaine, quarantaine, tu as encore ces traumatismes, et il faut que tu le regardes en face, il faut que tu l'analyses, tu vois. D'où il faut que tu parles à tes potes d'autres choses que mon cul, genre, d'autres choses que cette virilité et ce masque en fait. Ouais. Faites et des ça, cercles de discussion. Là vous voyez, on s'est alors c'est un sujet qui est pour nous très intéressant, qui parle de tout ce qui est masculinité toxique, et comment en fait les hommes entiers ont toujours eu cette réputation, qu'ils le veuillent ou non, hein, de toute façon ça fait partie de l'image coloniale qu'ont les Européens, les Occidentaux sur les Antillais. Ce sont des dragueurs avec le zouk, qui sont capables de faire un enfant sur la piste. Ah ouais, alors ça, combien de fois on l'a entendu. Et en même temps, dans quelle mesure ça place ces hommes, dans quelle mesure ça les place dans le contexte familial, ça les enferme en tant que géniteurs. Mais toujours. Totalement. Et voilà, on est pareil. Et la matrifocalité, honnêtement, si vous êtes là pour dire la matrifocalité c'est cool,
parce que vous pensez à la femme potomitan en disant que oui, mais la femme potomitan, c'est la charge d'eux. Dites-vous, d'où sort la femme potomitan, quoi. Dites-vous, c'est la conséquence de quoi? Qu'est-ce que vous faites avec la femme potomitan? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi c'est nécessaire d'en parler? Pourquoi c'est nécessaire d'y réfléchir? Pourquoi c'est nécessaire de le déconstruire? Femme potomitan, comme on a dit, on n'est pas pour cette force que peut émaner la femme potomitan. Après tout, c'est une image incroyable, mais une image qui ne se réfère qu'au foyer dans lequel c'est le revers de la médaille, en fait. Exactement. Qu'est-ce que cette force? Vous êtes seul dans un foyer où vous devriez être accompagné. Ce n'est pas normal que vous deviez assumer tout et que vous n'avez aucune chance de dire ce que vous avez au fond du cœur. Que tu peux juste, juste dans ta chambre le soir, peut-être que tu peux te permettre de baisser les épaules, tu vois. C'est ça, vous vivez souffler, on vit pour la moyenne d'âge ici, c'est quoi, 70 ans? Ouais. 70, enfin, mettez-vous ça dans 50 ans où vous assumez un foyer seul. Et que je parle foyer en tant qu'enfant ou pas, hein, parce que des fois vous assumez aussi vos parents. Oui, vous assumez... quand on parle foyer, c'est prendre soin, forcément... ça peut être prendre soin de tes cousins, des exactement, cousines, prendre soin de ta mère. Exactement, vous assumez d'autres personnes. Et vous êtes on est des êtres humains, je veux dire, c'est pas, il y a pas... Et je me demande, est-ce qu'on n'est pas encore dans cette... Est-ce qu'on ne se conçoit pas, et ça va être dur, hein, mais est-ce qu'on ne se conçoit pas aussi un peu toujours comme des meubles? Parce qu'on se retire de notre émotionnalité, parce que les meubles n'ont pas d'émotion. On a entendu des femmes dire mais non, mais ça on s'en fout, genre le fait quand on leur dit qu'elles sont fatiguées ou qu'elles ont des émotions machin, mais on s'en fout, genre non, c'est les femmes qui sont toujours très dans le potomitan, des femmes qui veulent un peu pousser tout ce qui est émotion. Ouais, mais il y a que les meubles qui n'ont pas d'émotion, tu vois. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi intégré non, mais c'est violent, mais c'est des choses qu'il faut qu'on interroge, parce que tu dois prendre cette affaire les gens qui sont contre le self-care, je sais pas comment on dit ça, self-care, prendre soin de soi, le bien-être, les gens qui trouvent ça très superficiel et presque inutile, de prendre du temps sur toi, de méditer, de respirer, machin. Ouais, mais ça t'en as, genre de façon biologique, tu en as besoin, parce que t'as un cerveau, t'as des émotions, t'as des énergies, etc., etc. Et toi qui te retires ça, surtout si t'es une personne racisée, n'est-ce pas, le fait que tu as intégré cette notion que tu es juste un meuble, un bout de bois de façon aussi physique, cette dureté, cette solidité, cette immobilité qui n'a aucune alors que oui, je te promets que tu as des émotions, tu sais. Et ça, c'est une question, c'est une interrogation à avoir. Alors cet épisode a été lourd et l'est toujours. Mais je trouve ça super intéressant. Non, mais c'est ça, c'est exactement pour ça qu'on a besoin. C'est dur, parce que très souvent on nous renvoie toujours le fait que l'esclavage a été loin, que la colonisation a été loin. Mais vous ne pouvez pas, en fait, espérer d'une société qui a été créée dans le seul besoin de subvenir à des besoins extérieurs. Même pas les nôtres, quoi. Même pas les nôtres, voilà. Donc extérieurs arrivent d'un claquement de doigts à effacer une date. 48. C'est ça, exactement. Et il faut comprendre qu'on est ce qu'on fait là, qu'on interroge le système de matrifocalité, on interroge la base même de notre société. On interroge qui nous sommes, comment nous voulons interagir les uns avec les autres dans un foyer. Parce que le foyer est la base de tout. La société, un foyer, plus un foyer, plus un foyer, ça fait une société. Exactement. Hein. Donc, on peut pas continuer à espérer que dire qu'être femme potomitan n'a pas de conséquences et ne renvoie à rien. Femme potomitan, tu as des références. Et tes références sont sombres, elles sont obscures, sont difficiles à entendre, et tu te bouches les oreilles. Ouais, parce que c'est nécessaire. Parce que tu viens d'un système matrifocal, ce n'est pas un système que tu as connu, ce n'est pas un système que tu es venu rapporter d'Afrique, comme les gens aiment le dire. Non. Père, tu n'étais pas père. Mère, tu n'étais qu'un statut. C'était libre ou esclave. Et tu n'avais pas d'émotion. C'était même pas mère, c'était libre ou esclave. Donc, moi je trouve ça super, super intéressant, parce que ça, tu vois à quel point tout est connecté. On a fait tellement de liens, on aurait dit qu'on est parti à droite à gauche, mais en fait, tout est connecté. Parce que parler de la matrifocalité, c'est parler du foyer antillais. Parler du foyer antillais, c'est parler de nous. Et puis il n'y a rien de plus
pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses plus fondamentales dans ce qui concerne notre foyer que la matrifocalité, quoi. Même si, et c'est pas pour et on dire est très famille, c'est ça. Et c'est pas pour aussi. dire que tous les foyers ressemblent aux miens, parce que comme on a dit, il y a la matrifocalité, donc structurelle et résidentielle. Mais il y a aussi la matrifocalité fonctionnelle, qui est plus métaphorique entre guillemets, qui est plus conceptuelle dans le sens où même si le père est là, la mère est quand même, tu vois, exactement. Donc je pense que c'est super intéressant. Moi, je dirais que c'est des conversations qu'il faudrait pas hésiter à avoir avec nos mères. Ça peut être gênant, mais poser ces questions-là, demander à nos mères qu'est-ce qu'elles pensent déjà de potomitan. Je sais que les notions de matrifocalité, c'est pas nécessairement, et même apporter ce vocabulaire-là dans nos foyers, tu vois, c'est pas nécessairement des mots qu'elles connaissent, mais s'asseoir et juste discuter de la position de la femme dans nos foyers même, genre. Avec nos mères, nos tantes. Il y a aussi une question qu'on peut amener, une question vraiment super simple, c'est lorsque vous posez la question « Est-ce que tu veux quelque chose ?» Posez-la à votre maman. « Est-ce que tu veux quelque chose ?» Elle te dira « Prends d'abord. » Exactement. Ou « Comme tu veux. » Et puis répétez-lui la question en lui disant « Non, toi. Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis, je sais pas, mais la plupart du temps, elle bégaye. Hein. Ben oui. Ou alors c'est toi qu'elle va servir avant, elle va prendre le plat où il y a le moins. Genre, c'est des petits trucs comme ça qui prouvent à quel point il y a tellement de choses qui sont ancrées dans nos mentalités, dans nos inconscients en fait. Mais je pense que ne serait-ce que commencer cette discussion, s'il y a des petites questions d'interrogation ou des trucs que vous avez retenus de ces 3 parties de Femmes Potomitan, ne pas hésiter à les partager de façon intergénérationnelle avec vos mères, vos grand-mères, vos tantes, les femmes qui sont au-dessus de vous en termes générationnels. Et puis même avec nous aussi. On est capable de... Enfin, je veux dire, on pourrait très bien faire un jour un live sur Instagram, préparer vos questions, et puis on va y répondre. Et encore une fois, là, ce qu'on donne, c'est une réflexion qui est très subjective, même si on est avec des études et des documents, ça reste tout de même notre opinion. Et on peut pas juste avoir que la nôtre. Il est nécessaire de savoir ce que vous en pensez pour que le débat avance. Mais le débat, il a commencé maintenant, là. Exact. Et il faut qu'il continue. C'est nécessaire. Si on veut repenser nos sociétés, moi je pense si on veut aller de l'avant, quoi qu'il en soit, en tant que Guadeloupéen, c'est ça, de toutes les façons. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Là. Même quand tu regardes ce qui se passe en Martinique, ils sont en train de faire blocage, boycott, gros soutien d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pour que vraiment ça perdure, il faut une réévaluation. Il faut qu'on discute. On a cette facilité. Moi, ce que j'aime avec les Antillais, c'est qu'on peut juste discuter, en fait. On n'a pas totalement besoin d'internet, tu vois. Il y a encore des choses qui peuvent se passer offline, on peut juste s'asseoir et discuter en famille, entre amis, machin. Avec nos voisins, vous parlez à vos voisins, tu vois ce que je veux dire. On a encore et ça, faut qu'on chérisse ça en fait, pour commencer des discussions vraies et honnêtes, pour qu'on puisse avancer et créer un nouveau lendemain. Est-ce que c'est ça? Créer un bel avenir, je sais pas quoi, Écoute. Mais c'est ça. Enfin, moi j'ai vraiment apprécié cet épisode sur la matrifocalité. Je pense que c'était un bon moyen de terminer nos 3 parties. Et puis ça va surtout nous permettre d'axer sur les autres épisodes à venir. Ouais, sur la masculinité toxique. Si vous êtes un homme racisé, antillais, qui habite en Guadeloupe, si vous connaissez quelqu'un et qui est prêt à discuter on aimerait avoir masculinité cet épisode. Toxique. Ouais, c'est vrai. De façon honnête, hein, vous l'aurez compris. Mais il y aura encore il y aura de toutes les façons d'autres épisodes parce que ça nous intéresse l'éducation sexuelle. On va parler des jeunes mères parce qu'elles en prennent beaucoup sur la gueule et ça commence à nous énerver. Donc voilà, encore une fois, même là on donne des thèmes, mais si vous en avez, venez, totalement. Partagez on peut nous trouver, oui, on peut aussi. Venez. Moi, je dis venez, mais on peut vous retrouver. Il y a clairement aucun problème. Et que vous habitiez d'ailleurs, que vous habitez en Guadeloupe ou que vous habitez ailleurs, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on puisse faire un petit Skype tranquille. Peut-être que ça pourrait marcher. Donc voilà, n'hésitez pas. Contactez-nous et on verra. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, le prochain épisode, on se reverra dans 2 semaines. Même un peu avant, puisque c'est déjà fin février. Environ 2 semaines. Voilà, environ 2 semaines. On n'est pas très. On rappelle ce qui se passe d'ailleurs en début mars. Oui, voilà. Alors si vous nous écoutez dans cette tranche-là, parce que du coup, si vous les écoutez
Mais il va y avoir le 4, on va tenir un café débat au Café Papier. Donc Femme Kachayeko et l'Union des femmes guadeloupéennes avec qui on est membre et partenaire. Sur la gentrification et les impacts que ce phénomène ont sur la vie des femmes. Pourquoi ça nous intéresse? Qu'est-ce que la gentrification? Quel est le rapport avec les femmes? On en parlera. Qui est un phénomène actuel dans nos Exactement. îles. Et le 8, il va y avoir la conférence tenue par l'Union des femmes guadeloupéennes que Solène et moi-même, on va animer et modérer. J'étais en train de chercher le mot, merci. Et ça va être sur les modes de résistance. La résistance des femmes comment on va avoir des invités à qui on va poser des questions et guider. Et ça se passe où tout ça, Mélissa? Ah bah oui, en fait. Du coup, le 4, ça se passe au Café Papier à 18h, c'est un café à Jarry. Et le 8, ça se passe à Port-Louis. Au Club de la Roseraie. Voilà, exactement. Rue Gerty Archimède, et c'est à 9h. Voilà. C'est un dimanche. C'est pour ça. La journée internationale des femmes. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Oui, comme d'habitude. Instagram, Femme Kachayeko. Vos hôtes, Mélissa, Mel.Marival et Solène, Solène.jpeg. Si vous voulez nous écrire, femmekachayeko@gmail.com. Oh, on a une page Facebook, Femme Kachayeko aussi. Et puis voilà, toutes les informations seront dans la bio, tout ce qu'on a mentionné, tout ça. Et puis on vous voit, comme Monsieur Lecoq vous le dit, on vous voit dans 2 semaines. Et puis on vous souhaite une bonne fin de mois. C'est ça. Et puis à la prochaine. Salut. Bye.